Le sang sur la Vierge. Imaginez entrer dans une église au lever du soleil. Vous poussez la lourde porte de bois, l'air encore imprégné de sel marin. Mais au lieu du silence apaisant de la prière, vos yeux tombent sur une vision insoutenable, la statue de la Vierge Marie, celle qui se dresse là depuis plus d'un siècle et demi, est lacérée, entaillée au visage et à la poitrine. De son manteau de bois peint s'écoulent de longues traînées rouges sombres, comme si la pierre elle-même avait saigné. En un instant, la peur explose, la suspicion se propage, et bientôt, c'est toute la ville qui vacille. Un dimanche matin, le soleil traversait les vitraux colorés de l'église Sainte-Marie, projetant sur les bancs de bois de grandes bandes de rubis et de saphirs. Dehors, Roqueport, petit port de pêche niché sur la côte escarpée de la Nouvelle-Angleterre, commençait à peine à s'éveiller. Les mouettes tournoyaient au-dessus du port, les premiers moteurs ronflaient, et l'odeur mêlée de gazole et de sel emplissait l'air. Mais à l'intérieur de l'église, un drame silencieux attendait d'être découvert. C'est Madame O'Connor, la vieille sacristine, qui la première vit l'horreur. Son balai glissait doucement sur le marbre tandis qu'elle fredonnait un cantique. Ses yeux se levèrent vers l'autel, et son souffle se figea. Devant elle, la Vierge Marie, immobile depuis des générations, portait des blessures béantes. Des coulées rouges striaient sa robe, se répandant jusqu'à ses pieds. Le balai tomba de ses mains, et un cri perça le silence de la nef. En quelques minutes, le parvis se remplit. Des paroissiens accoururent, serrant des chapelets, des enfants se cachèrent derrière les jupes de leur mère. « C'est un signe » murmura l'un, tremblant. « Marie nous avertit. » Des vandales, répliqua un autre. « Quelqu'un veut salir notre église. » Les rumeurs se propagèrent comme un feu sur des herbes sèches. Même les adolescents qui riaient dans la rue s'arrêtèrent, le souffle coupé. Le tintement frénétique des cloches fit accourir les marchands du marché aux poissons. Lorsque le père Andrew McCarthy entra, le chaos emplissait déjà la nef. Lentement, il s'avança vers la statue mutilée. Ses genoux plièrent, ses doigts se posèrent sur le bois tailladé comme pour partager la blessure. Des larmes envahirent ses yeux, mais il resta muet. Puis les sirènes hurlèrent. Une voiture de police s'arrêta devant l'église, ses gyrophares rouges et bleus éclaboussant la pierre. L'officier Mark Sullivan franchit la porte, le visage fermé. Sa voix résonna sous les voûtes. Ceci est désormais une scène de crime. Personne ne touche à rien. Le silence tomba, lourd, presque sacré. Là où se trouvait autrefois le cœur vivant de Roqueport commençait désormais une enquête où la foi, la peur et la vérité s'entrechoqueraient. Pour Roqueport, la foi n'était pas cantonnée à la messe du dimanche. Elle vivait dans chaque marée, chaque tempête, chaque repas partagé après une journée de mer. Du port, la flèche de l'église dominait les maisons de bois blanchies par le sel. Pour les pêcheurs, elle était un phare de l'âme. La statue de la Vierge Marie n'était pas un simple ornement. Pendant l'ouragan de 1938, quand les vagues engloutirent des quartiers entiers, des survivants jurèrent avoir vu sa face éclairée de bougies alors que toutes les autres flammes s'étaient éteintes. Pendant la guerre, les mères déposaient au pied de ces sandales les photos de leurs fils partis au front. Avant chaque départ en mer, les pêcheurs s'arrêtaient pour tracer une croix, convaincus que son regard veillerait sur eux. Sans elle, affirmait M. Callahan, vieux pêcheur aux mains noueuses, jamais nous n'aurions survécu à la moitié de nos tempêtes. Les enfants, eux, racontaient qu'ils l'avaient vue sourire. Certains disaient que l'église semblait plus chaude en hiver quand on priait devant elle. Ainsi, lorsque la nouvelle se répandit que la statue avait été profanée, c'est l'âme même de Roqueport qui chancela. Depuis des mois déjà, les tensions s'accumulaient comme un orage au large, casier à homards disparus, filets découpés, bateaux sabotés dans la nuit. Aux yeux des anciens, les coupables étaient ces jeunes désœuvrés qui traînaient sur les quais. D'autres accusaient les familles venues de Boston, de Providence, voire de Porto Rico, attirées par des loyers moins chers. Au Kelly's dîner, la dispute enflait au-dessus des cafés fumants. Ce sont ces gosses du quai. Grogna M. Johnson. Ils ne respectent rien. Mon neveu travaille jour et nuit, rétorqua Madame Ramirez. Vous croyez qu'il irait taillader une statue sainte? Vous accusez trop vite ce que vous ne comprenez pas. Les regards devenaient tranchants. Les vieilles familles catholiques d'origine irlandaise se heurtaient aux nouveaux arrivants. Au marché aux poissons, un homme cria. Celui qui a fait ça vient de chez vous, pas de chez nous. Les jeunes répliquèrent. Vous pensez posséder la ville parce que vos grands-pères ont bâti l'église. Les mots claquaient comme des lames dans l'air salé. Le soir venu, certains y virent un châtiment divin,
d'autres un message haineux contre les catholiques. Les portes se verrouillèrent plus tôt, les murmures grossirent dans les tavernes. Le père Andrew parcourait les rues étroites, écoutant cette colère sourde. L'incident n'avait pas seulement mutilé une statue, il avait rouvert des fractures longtemps dissimulées. Au milieu de cette tourmente, l'officier Mark Sullivan paraissait de glace. Fils d'un pêcheur disparu en mer, il avait connu, enfant, les prières brûlantes de sa mère agenouillée devant cette même Vierge. Mais quand la mère refusa de rendre le corps de son père, quand sa mère s'éteignit de chagrin, Mark enterra sa foi avec eux. Désormais, il ne voyait qu'un bois lacéré, du sang séché, des indices. Pourtant, derrière ces gestes précis, un gouffre intérieur le rongeait. L'enquête débuta. On ramassa des éclats de bois, on marqua le sol de pastilles jaunes. Près de la rampe de communion, un policier découvrit un morceau de tissu imbibé de sang. Rapidement, le laboratoire confirma, il appartenait à Miguel Alvarez. Miguel, 22 ans, fils d'un immigré mexicain, trimait sur les docks pour quelques dollars. Endetté, entouré de mauvaises fréquentations, il portait déjà la réputation du coupable idéal. Avant même son arrestation, le café du matin bruissait de condamnation. Bien sûr que c'est lui. Toujours des ennuis avec ce garçon. Peut-être voulait-il vendre la statue. Arrêté, Miguel tremblait, répétant sans cesse, « Ce n'est pas moi. » Je le jure. Mais la ville avait déjà rendu son verdict. Dans la salle d'interrogatoire, seul face à ses menottes, Miguel se recroquevillait. C'est alors que le père Andrew entra. Sans dossier ni uniforme, seulement son chapelet au fond de la poche. « Père !» balbutia le jeune homme. « Je n'ai rien fait. Je le jure sur la tombe de ma mère. » En sanglots, il raconta, poursuivi par des hommes réclamant de l'argent, un couteau dans la main pour se défendre, il s'était réfugié dans l'église. En trébuchant, sa lame avait effleuré la statue. Le sang retrouvé était le sien. Le prêtre l'écouta sans l'interrompre. Puis il dit doucement. « Tu portes depuis longtemps l'ombre de la suspicion. Mais Dieu voit plus loin. Tu n'es pas au-delà de la miséricorde. » Miguel sanglota. « Qu'importe. Personne ne me croira jamais. » Andrew posa une main ferme sur son poignet. « Alors crois-toi toi-même. Tiens bon. Ce procès n'est peut-être pas seulement le tien. Il est celui de toute la ville. » Derrière la porte entr'ouverte, l'officier Sullivan avait entendu ces paroles. Miséricorde, vérité. Ces mots l'ébranlèrent, lui qui ne jurait plus que par les preuves. Cette nuit-là, il resta seul à veiller dans l'église, prétendant protéger la scène de crime. La statue, recouverte d'un drap blanc, ressemblait à un corps allongé. Assis dans un banc, Mark tenta d'écrire son rapport. Mais ses yeux revenaient sans cesse vers cette forme voilée. Les souvenirs l'assaillirent, les prières de sa mère, l'odeur des cierges, les veillées d'orage. À minuit, un souffle fit trembler les vitraux. Alors il la vit, une faible lueur filtrait sous le drap, comme si la statue respirait encore. Les cicatrices de la Vierge. La lueur s'intensifiait. Elle n'était pas crue, mais douce, d'un bleu pâle, respirant presque comme une poitrine endormie. Le tissu qui recouvrait la statue tremblait légèrement, comme agité par une présence invisible. Mark Sullivan se redressa lentement, ses bottes effleurant sans bruit les lattes de bois usées. Son cœur battait si fort qu'il en sentait les pulsations jusque dans ses tempes. La raison lui soufflait une explication simple, un reflet électrique, une illusion produite par le verre coloré. Mais plus il s'approchait, plus ses certitudes se dissipaient. La clarté s'étendit soudain sur les dalles de pierre, traçant un rayon mince qui longeait la nef. Ce faisceau s'arrêta net sur une tache de boue, au pied d'un autel secondaire. Mark s'agenouilla, sortit sa lampe torche et balaya le sol. Son souffle se bloqua. Dans la terre, à moitié enfoui, gisait un morceau de tissu. Pas le même que celui trouvé plus tôt. Celui-ci était épais, grossier, tissé pour résister à l'usure, semblable au manteau des dockers ou des contrebandiers, pas à la veste d'un jeune ouvrier. Ses doigts tremblaient en le ramassant, partagés entre l'incrédulité et une étrange impression de reconnaissance. Derrière lui, la lumière disparut aussi brusquement qu'elle était apparue. Le silence retomba, opaque, seulement habité par l'ombre des statues immobiles. La Vierge restait voilée, muette, comme si rien ne s'était produit. Mark expira violemment, un souffle proche du rire mais qui ressemblait davantage à un juron étranglé. Il glissa le tissu dans un sachet de preuve, le referma, et murmura, «
à mi-voix. Ce n'était que la lune. Rien qu'un reflet. Mais ses yeux le trahissaient. Sous son masque de calme, il savait. Il avait été guidé. La Vierge, mutilée, muette, cachée, lui avait désigné une piste que nulle enquête rationnelle n'aurait révélée. Dans ce moment suspendu, Marc comprit qu'il n'examinait plus seulement un crime. Il venait de franchir le seuil d'un mystère plus vaste, celui qu'il avait toujours repoussé, la possibilité du sacré. L'aube se leva, grise et lourde, sur Roqueport. Le brouillard roulait depuis l'Atlantique, engloutissant le clocher et effaçant la ligne fragile entre mer et ciel. Au port, les hommes en bottes de caoutchouc s'interpellaient en déchargeant des caisses de homards. Leur voix, nette, fendillait la brume. Pour eux, ce n'était qu'une autre matinée de labeur. Pour l'officier Sullivan, c'était une scène de crime qui attendait d'être dévoilée. Dans sa poche de veste, soigneusement scellée, reposait le fragment de tissu grossier trouvé à l'église. Ce n'était pas celui de Miguel, il en était sûr. Cette étoffe portait l'odeur du sel, de la sueur et du goudron, la marque des hommes de quai qui chargeaient les bateaux la nuit. Près du bord du quai, son regard se fixa sur une silhouette. Un homme au manteau en lambeaux, épaules voûtées contre le froid, parlait à voix basse avec deux compagnons. Sa main droite, épaissement bandée, dépassait de sa manche. Quand il bougea, Marc reconnut aussitôt la même texture râpeuse que le morceau conservé dans son sachet. Il ralentit le pas. Mais déjà, les pêcheurs l'avaient remarqué. Les conversations s'interrompirent, les regards se firent plus étroits. Dans Roqueport, tout le monde connaissait tout le monde. La présence d'un policier trop longtemps silencieux n'annonçait rien de bon. L'homme au pansement leva les yeux. Pendant une fraction de seconde, leurs regards s'accrochèrent. Puis il détourna brusquement la tête et, d'un signe discret, se fondit dans la foule des dockers. Marc ne le poursuivit pas. Pas encore. Il resta immobile face à la mer, laissant l'air salé lui brûler les narines. Derrière lui, les voix des pêcheurs montaient, mêlées de méfiance et de chuchotement. Certains voyaient en lui une protection, d'autres une menace. Au bout du quai, une vieille vendeuse d'appâts se signa en murmurant. La Vierge lui a montré le chemin. Sinon, il ne serait pas là. Marc leva les yeux vers le clocher noyé de brume. Sa main se resserra autour du sachet de preuve. Le souvenir de la lueur bleue l'habitait encore. Désormais, il avait un visage humain à traquer. Ce n'était plus seulement l'innocence de Miguel qu'il devait rétablir. C'était le voile du port lui-même qu'il fallait déchirer, avant que l'obscurité n'avale Roqueport tout entier. Sous les néons du commissariat, la table des preuves brillait d'un éclat froid. Éclats de bois, photos d'empreintes boueuses, et le tissu grossier formaient les pièces d'un puzzle sinistre. Marc restait debout, mâchoire serrée, revivant la lumière dans l'église. Ses collègues ignoraient ce détail. Ils n'étaient pas prêts à le partager. Le détective Alvarez, vétéran du comté, caressa du doigt le morceau de tissu. Pas un vêtement d'enfant. Ça, c'est de l'étoffe de docker. Des manteaux de contrebandier. Le mot résonna dans la pièce, contrebandier. Roqueport bruissait depuis toujours de rumeurs. De l'alcool sans taxe, du carburant volé, des cargaisons électroniques passées en douce. Des histoires qui disparaissaient toujours au lever du soleil. Mais à présent, la statue mutilée donnait une cohérence nouvelle à ces murmures. Ils veulent qu'on se déchire, lâcha Alvarez. Irlandais contre latinos, paroissiens contre étrangers. Pendant qu'on se bat, eux passent leur cargaison la nuit. Marc griffonna furieusement dans son carnet. Tout s'imbriquait. Le vandalisme n'était pas un geste de haine religieuse, mais une diversion. Une mise en scène pour rallumer de vieilles rancunes et détourner les regards du véritable trafic. Le soir même, aux tavernes d'Ali, les pêcheurs s'échauffaient. C'est pas une question de foi, lança l'un. C'est une question d'argent, vous verrez. Un vieux paroissien secoua la tête. Non, le mal s'est frappé au cœur. Blesse la mère, tu blesses les enfants. Le père Andrew, en prière, sentit ce poids lui écraser la poitrine. Ils n'avaient pas seulement voulu briser une statue. Ils avaient cherché à fracturer l'unité même de la communauté. Pour la première fois, Marc vit clairement, il ne s'agissait pas d'une enquête banale. C'était une partie d'échecs dangereuse, où se croisaient la foi, la peur et l'appât du gain. Le samedi soir, le vent mordait. La lune, fine comme une lame, se cachait derrière les nuages. Les policiers, tapis entre les casiers de homards, retenaient leur souffle.
L'odeur du gazole et du sel saturait l'air. À minuit, une barque surgit de la brume. Moteur coupé, 3 silhouettes jetèrent des sacs de jute sur les planches. Leur manteau avait la même trame grossière que le fragment trouvé à l'église. L'un d'eux réajusta son pansement en grimaçant. Marc donna le signal. Des faisceaux de torchers éventrèrent la nuit. Police! Lâchez les sacs! Tout éclata. Les contrebandiers s'éparpillèrent. Cris, pas martelés, chaînes qui claquaient. Marc s'élança derrière l'homme au bandage. Celui-ci glissa, s'effondra sur le quai mouillé, un sac se déchira, laissant s'éparpiller des appareils électroniques. Marc le plaqua au sol, menottes claquées au poignet. « Tu étais à Sainte-Marie, n'est-ce pas » Les yeux du prisonnier flamboyèrent d'abord de défi, puis vacillèrent de peur. Plus tard, en salle d'interrogatoire, la vérité jaillit entre 2 insultes crachées. « On voulait que vous vous battiez entre vous. Pendant que vous vous déchiriez, on passait nos cargaisons tranquilles. » Il marqua une pause, blême. « Mais cette nuit-là, quand on a entaillé la statue, une lumière a jailli. On a fui. Je le jure. » Ces paroles firent hausser des sourcils. Un agent ricana. Des histoires de fantômes. Marc, lui, se taisait. Il savait. La lueur, le rayon pointant vers la boue, le tissu trouvé. Le criminel n'avait pas tout inventé. À l'aube, la nouvelle se répandit. Une filière de contrebande venait d'être démantelée. Mais au-delà des saisies, c'était un autre fait qui bouleversait la paroisse, Miguel Alvarez n'était pas coupable. Le dimanche, les bancs de l'église bruissaient de murmures. Les visages se détournaient, honteux. Madame O'Connor, la première à l'avoir accusé, avoua d'une voix brisée. Le garçon était innocent depuis le début. Cet après-midi-là, Marc escorta Miguel jusqu'au parvis. Plus de chaînes, seulement les marques rouges de l'injustice. Les mères qu'il avait évitées n'osaient plus croiser son regard. Devant la statue encore voilée, Marc posa une main ferme sur son épaule. La loi t'a blanchi. Mais le plus dur, c'est de te libérer toi-même. Le père Andrew prit la parole. Nous avons faibli. Nous avons jugé. Mais les blessures de Marie n'étaient pas là pour nous diviser. Elles nous rappellent que la lumière finit toujours par surgir. Des larmes roulèrent. Un pécheur murmura. Je l'ai traité de criminel. Seigneur, pardonne-moi. Miguel, tremblant, osa parler. J'ai été faible. Mais je n'ai jamais voulu faire de mal. Merci de m'avoir donné une seconde chance. Un enfant s'avança et lui tendit un bouquet de fleurs sauvages. Le geste, minuscule, fit éclater les cœurs. Des rires et des sanglots se mêlèrent. Puis l'applaudissement enfla jusqu'à remplir la cour entière. Pour Marc, ce fut comme une marée qui emportait les pierres autour de son cœur. Lui qui s'était fermé à la fois sentit une brèche s'ouvrir. Les cicatrices de la Vierge demeuraient, mais elles portaient désormais un autre sens, celui de la réconciliation. Le soir suivant, Sainte-Marie brillait comme une lanterne au-dessus du port. Des centaines de cierges illuminaient les voûtes. La messe de guérison attira toute la ville. Quand le voile fut levé, un souffle parcourut la foule. La statue portait encore ses entailles. Mais dans la lumière des flammes, elle semblait transfigurée, non plus blessure mais témoignage. Le père Andrew s'avança, la voix vibrante. Elle a été meurtrie, comme nous. Mais même marquée, elle reste notre refuge. Ses cicatrices sont devenues nos leçons. Puis il ajouta. Dieu choisit parfois les plus inattendus pour nous rappeler sa présence. Un garçon innocent. Et un officier revenu ce soir à l'hôtel. Tous les regards se tournèrent vers Marc. Figé, il sentit pourtant quelque chose se briser en lui. Il s'avança, tomba à genoux, et pour la première fois depuis l'enfance, fit le signe de croix. Alors, l'église s'emplit de chants. Voix mêlées de pêcheurs et de marchands, d'étrangers et d'anciens habitants. Un instant, Roqueport n'était plus divisé, mais uni dans une harmonie qui paraissait venue du ciel. Dehors, l'Atlantique grondait. Dedans, la paix régnait. Et au centre, la Vierge blessée rayonnait doucement, comme pour rappeler, les cicatrices peuvent aussi porter la grâce. Les cloches sonnèrent dans la nuit, portées par le vent sur toute la ville. Roqueport, meurtri, venait de renaître.